Bonsoir Élise Richard. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous publiez ce livre. Le voilà, Cessons de maltraiter nos vieux. C'est aux éditions du Rocher. Vous avez enquêté pendant 3 ans dans des maisons de retraite, des EHPAD, avant et pendant également la crise sanitaire. Ce que vous avez vu est alarmant, mais il y a des solutions. Car on peut se dire finalement que les jeunes qui ont vécu 68 vont révolutionner la vieillesse comme ils ont révolutionné la société. Jolie phrase, un sociologue qui travaille d'ailleurs sur la question. Mais d'abord, le constat. Vous êtes allée, Élise Richard, au plus près des personnes âgées, donc dans les EHPAD, et vous dites que malgré la préparation, malgré l'anticipation, ce que vous y avez découvert vous a choqué. Oui, en fait, j'ai constaté de multiples dysfonctionnements, alors à la fois dans les EHPAD, mais aussi dans l'aide à domicile. On en parle moins, mais il y a aussi beaucoup de failles. Et principalement, ce qui revient, en fait, c'est le manque de temps lié au manque de personnel, en fait, dans les maisons de retraite. C'est-à-dire qu'il y a un déficit structurel de personnel, notamment soignants, dans les EHPAD, ce qui fait que très concrètement, par exemple, le matin, vous avez dans une unité de 40 résidents 3 aides-soignants pour faire les toilettes, ce qui revient à 10-15 minutes maximum par résident pour faire donc le laver. Mais une toilette, en fait, ça prend du temps parce que ce sont des personnes évidemment âgées qui ont besoin d'aide, etc. Donc il faut de délicatesse, d'accompagnement. Qui ont besoin qu'on les rassure. Donc il faut les lever, les accompagner jusqu'à la salle de bain, les déshabiller, les laver, les raccompagner ensuite dans leur chambre, les habiller, etc. Donc ça prend énormément de temps. Beaucoup plus que 15 minutes. Beaucoup plus que 15 minutes. Et donc en fait, ça génère énormément de frustration de la part des professionnels qui sont obligés de faire tout dans l'urgence. Vous parlez d'obsession, gagner du temps, qui devient une obsession en fait pour ces professionnels dont on précise qu'ils sont bien traitants, que cette maltraitance institutionnelle dont on parle, on entend parler souvent, en fait n'est pas du tout volontaire. Évidemment, c'est souvent de la maltraitance qu'on appelle institutionnelle, involontaire, et qui est causée par le manque de moyens, le manque de personnel. Décadence infernale, donc. Également des problématiques de temps dont vous venez de parler. Les soignants parlent pudiquement de travail en mode dégradé. Et vous dites finalement c'est un cercle vicieux. Oui, parce que comme il n'y a pas assez de soignants, en fait, il faudrait quasiment doubler pour bien faire idéalement le nombre de soignants. On en est très loin. Donc il y a un manque structurel de personnel, ce qui crée des conditions de travail dégradées, ce qui augmente l'absentéisme. Les absences ne sont toujours pas remplacées, faute de moyens, et ce qui crée davantage encore d'absences et donc qui dégrade d'autant plus les conditions de travail. Alors justement, pour revenir sur ces chiffres, on a quasiment un EHPAD sur 2 qui dit avoir des difficultés de recrutement. Il y a en moyenne 63 personnels pour 100 résidents en EHPAD. Il en faudrait, disent les études, au moins 80%. Alors Jean Castex, le Premier ministre, annonce une aide de 400 millions d'euros, l'embauche de 10 000 personnes. Est-ce que ça, c'est à la hauteur de la situation? Ça va améliorer très concrètement sur le terrain, le quotidien des familles, des personnes âgées et des soignants? Alors c'est bien qu'il y ait ces 400 millions qui sont investis, mais c'est évidemment dérisoire au regard des besoins, parce qu'en fait 10 000 soignants en 5 ans, ça veut dire en moyenne 1,4 soignants par EHPAD. Donc, très concrètement, ça ne va pas changer grand-chose au quotidien du personnel qui est vraiment débordé la plupart du temps. Et il faudrait, je vous dis, pratiquement doubler selon un rapport parlementaire qui avait été réalisé en 2018. Il faudrait doubler le nombre de soignants. Donc, 1,4 soignants de plus par EHPAD, évidemment, ça ne va pas tout résoudre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces recrutements-là ? Alors, l'autre problème, au-delà du nombre de soignants, c'est les difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnel diplômés qui veulent faire ce métier. Je l'ai dit parce que les conditions de travail sont très dégradées. D'accord. Et donc, les EHPAD ont du mal à recruter des personnels diplômés. Donc, ce qu'ils vont faire très souvent, c'est avoir recours à des faisans fonctions. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont parfois aucune expérience et qui sont embauchées pour faire le métier d'aide-soignant. Des faisans fonctions, effectivement, on voit le terme là qui est apparu à l'écran. J'ai découvert aussi ce terme dans votre livre. Donc c'est faisant fonction d'infirmier, faisant fonction d'aide-soignant, faisant fonction même de médecin. Parfois quand il n'y a pas... oui, alors un médecin... Ils ne remplacent pas les médecins, mais en tout cas ils vont expliquer quels médicaments il faut distribuer à telle heure, en fonction des personnes bien sûr, et d'une liste qui a été faite en amont. Et alors ce qui est très intéressant, parce que pour vous rendre compte de cette réalité,
Vous avez travaillé avec une consoeur qui, du haut de son statut de journaliste, mais qui ne l'a pas dit, a tenté de se faire recruter, sans aucun diplôme requis pour cette fonction d'aide-soignante, dans un EHPAD. En 1 minute, elle est recrutée. C'est ça. En fait, elle a postulé pour un poste d'aide-soignant et elle a donc eu un petit entretien qui a duré vraiment 1 minute top chrono. Et elle a été recrutée pour un CDD, pour un remplacement. Et elle s'est retrouvée donc une journée en doublon avec un aide-soignant qui l'a formée aux rudiments du métier. Donc, il lui a appris un peu les gestes de base, comment s'occuper d'une personne âgée, comment la laver, comment la lever, comment l'aider à manger, comment la changer, etc. Donc ça a duré 1 journée. Et en fait, dès le lendemain, elle s'est retrouvée seule pour effectuer toutes ces tâches. Et évidemment, pour elle, ça a été très violent parce qu'en fait, elle n'a pas du tout eu le temps d'assimiler tous les gestes techniques, même les pathologies, si vous voulez, des résidents. C'est des personnes qui ont beaucoup de pathologies. Et il faut apprendre, en fait, comment à parler à une personne qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple. Comment on lui a proposé d'ailleurs d'aider, d'accompagner une personne qui avait la maladie d'Alzheimer. Elle refuse en disant... Oui, c'est ça. On lui a proposé d'aller dans une unité vraiment protégée où il n'y a que des personnes justement qui ont des troubles type Alzheimer et elle ne s'est pas sentie de le faire, donc elle a refusé. Mais donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain seule pour effectuer donc, toutes ces tâches. Elle s'est même retrouvée le soir... lors de son premier jour seul, à devoir distribuer des médicaments aux résidents. Donc ces médicaments avaient été préparés par une infirmière au préalable, mais ça aurait pu être vraiment grave, parce que si elle se trompe, etc., elle ne connaissait pas les résidents. Donc il y a vraiment en fait, des failles énormes dans ce recrutement en fait, de faisans-fonctions liés au problème donc, de pénurie de personnel. Alors, tout ce qu'on décrit, finalement, notre incapacité aussi à penser le monde adapté à nos personnes âgées qui nous concerne tous. Ça, vous rappelez que c'est un nom dans votre livre, ça s'appelle l'agisme. Mais heureusement, il y a des solutions, il y a des choses qui sont en train de changer quand même, de bouger, des solutions innovantes qui se développent. Et je voulais vous en montrer une. Vous allez voir, c'est une proposition de colocation entre personnes âgées. Dans cette maison près de Cambrai, 6 colocataires entre 74 et 96 ans. Avant, ils vivaient seuls chez eux ou dans des maisons de retraite. En s'installant avec d'autres, ils disent avoir repris goût à la vie. Mais pas de pinard, c'est de l'eau. C'est bien plus agréable que d'être tout seul devant une assiette. Chez moi, je ne mangeais plus. Je revis comme quand j'étais en famille avec mes enfants. Autour d'eux, 3 auxiliaires de vie aux petits soins. Pour vivre ici, chacun paie environ 1 500 € par mois, 700 de moins que le coût moyen d'une maison de retraite. Et visiblement des conditions de vie bien meilleures. Voilà, la colocation entre personnes âgées, c'est peut-être ça, les futures maisons de retraite. Oui, c'est une solution qui existe déjà, en fait, qui est une alternative entre le maintien à domicile et la maison de retraite, qui peut être une passerelle, et en fait qui est en train de se développer aujourd'hui, mais qui reste encore assez marginale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, c'est en train de se développer, c'est nouveau. Après, donc, l'avantage, c'est que c'est des structures à taille humaine, donc, où il y a à peu près 8 personnes âgées qui vont cohabiter avec des auxiliaires de vie qui vont les accompagner dans le quotidien. Donc ça permet un accompagnement beaucoup plus individuel. Après, ça a aussi ses limites, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est très désorienté, qu'on a besoin vraiment d'un accompagnement 24 heures sur 24, c'est évidemment parfois, pas suffisant. l'EHPAD et il y a d'autres options aussi, on n'a pas le temps de toutes les donner, mais il y a aussi des familles d'accueil, voilà, et vous pouvez vous inscrire, vous renseigner auprès de votre département. Merci à vous, Élise Richard. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air, bonne émission à vous.